Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais remercier la présidente d'ICOM Madagascar ainsi que la présidente d'ICOM Costume à m'avoir invitée à présenter en fait une réflexion en cours sur la présentation de manteaux d'officiers de l'Ordre du Saint-Esprit. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le mannequinage autant que l'intervention précédente. Néanmoins, ce que je propose, c'est de répondre à des questions et éventuellement de pouvoir laisser par la suite un petit dossier sur comment, ces manteaux sont mannequinés et les problèmes qui se sont posés à nous. Donc on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, Corinne. Donc très rapidement, l'Ordre du Saint-Esprit, c'est un ordre de chevalerie qui a été créé pendant la Renaissance, en 1578 très précisément, par le roi Henri III. Vous le voyez, ici à l'écran. Il porte autour du cou le cordon bleu qui était l'un des signes distinctifs de cet ordre. Et cet ordre de chevalerie n'était réservé qu'à des hommes. Seuls 100 hommes pouvaient faire partie de l'ordre du Saint-Esprit en même temps. Inutile de préciser qu'ils étaient forcément tous catholiques, c'était la condition impérative pour être membre de l'ordre, et ils devaient absolument appartenir à la noblesse française. Ils s'engageaient à servir le roi, et ce qui est assez étonnant, c'est que cet ordre de chevalerie a survécu au décès d'Henri III et a été, constamment utilisé par la monarchie française à des fins de déploiement de faste, de service, et c'était une manière pour la monarchie et le roi de tenir autour de sa personne les membres les plus importants de la noblesse de France. Alors, au moment de la Révolution française en 1789, l'ordre est aboli et il est à nouveau, restitué, j'allais dire, en 1815, avant de tomber en déshérence complète en 1830. Donc il a eu un peu plus de 200 ans d'existence, mais il a été en Europe l'ordre de chevalerie le plus important et probablement le plus fastueux, d'avant, la Révolution. On peut passer à la diapositive suivante. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le roi Henri III lui-même qui s'est impliqué dans la conception des manteaux que les chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit avaient comme obligation de porter. Et vous voyez ici une des premières représentations de ces manteaux, qui étaient tous composés de la même manière, et le patron a très peu évolué au cours du temps, à savoir de 1578 à 1777. Tout d'abord, le manteau était formé d'un immense cercle de velours noir, de velours de soie noire, qui était d'une dimension approximative de 4 mètres sur 3, avec une traîne, à l'arrière, de ceux qui portaient le manteau. Ce velours de soie noire était brodé d'un motif de flamme, en fil d'or et en fil d'argent. Et puis, sur le pourtour des manteaux de chevaliers, mais pas des manteaux d'officiers, à une exception près, on retrouve un motif brodé qui est celui de la du collier, pardon, que les chevaliers devaient porter, lorsqu'ils étaient intronisés et qu'ils rentraient dans l'ordre. Et puis, contraste de couleurs, volontairement souhaité par le roi, ils portaient sur leurs épaules un petit manteau, un mantelet que vous voyez aussi, c'est la partie verte, qui était en toile d'argent verte, c'est-à-dire une toile de soie dans lequel des traits métalliques, c'est-à-dire des traits d'argent doré, étaient tissés. Donc une toile qui luit et qui scintille, considérablement, et qui est elle-même brodée de motifs de flammes qui rappellent en fait les flammes de la Pentecôte, une fête, chrétienne qui était chère au cœur, d'Henri III. Et au revers du velours, c'est-à-dire en termes de doublure, vous voyez ici, également sur l'image, un satin de soie orangée de Gênes, d'une couleur particulièrement vive, un contraste de couleurs qui était souhaité, par le roi lui-même et qui va être en vigueur jusqu'en 1777. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, vous avez ici le manteau de l'Ordre du Saint-Esprit le plus ancien actuellement conservé au monde. Il n'est pas conservé en France, il est conservé en Pologne, à Cracovie, tout simplement parce que les rois de France avaient jugé qu'il pouvait être intéressant de conférer le titre de chevalier à des étrangers, et donc ils avaient un peu infléchi les règles de l'ordre en ce sens, mais ces étrangers devaient toujours être catholiques, et c'est ici le roi de Pologne qui avait été distingué en 1675. Alors, ce qui est intéressant sur cette photographie,
C'est que, ici, le mannequinage, de ce manteau n'a pas été, compris conformément à la vérité historique. Je m'explique. Vous avez une grande fente devant vous sur la partie centrale qui laisse à penser que la fente richement brodée était portée sur le devant du manteau et donc s'entrouvrait pour laisser passer les bras, les jambes, le corps du chevalier. En fait, cette fente, elle était bien présente, mais elle était présente sur le côté droit du manteau, de manière à ce que les chevaliers puissent passer le bras droit, à ce qu'ils puissent relever le pan gauche du manteau sur leur épée et surtout à ce que la traîne puisse, circuler derrière eux en permanence. Et là, je pense que c'est un petit problème de mannequinage, sur ce manteau, c'est que, là, la fente est présentée, de manière centrale et du coup la traîne est présentée sur le côté, ici du mannequin, ce qui n'est pas, historiquement correct et surtout ce qui ne correspond pas à la, coupe, du manteau qui consiste en fait à assembler entre 6 à 8 lais de velours de soie noire, selon la corpulence, du chevalier et à broder, ces laits, de velours de soie noire de fils, enfin de filets, d'or et d'argent, tels que vous pouvez les voir ici et l'ensemble était quand même particulièrement, fastueux. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Très rapidement, vous avez ici une procession, de ceux qui vont bientôt être faits chevaliers, qui sont au centre de l'image. Ils ont un costume en noir et blanc qu'on appelle un petit costume de novice et ils ne vont pas tarder à être revêtus du grand manteau, de chevalier qui symbolisait l'entrée du chevalier dans l'ordre, comme on peut le voir sur la diapositive suivante. Voilà, vous avez ici agenouillé un chevalier qui s'apprête, qui est en train de jurer un serment de fidélité sur les évangiles au roi, ici c'est Louis XIII, et tout à fait à droite, vous avez un des officiers de l'ordre qui est en train de tenir le manteau du chevalier et qu'il ne va pas tarder à d'ailleurs revêtir le nouveau chevalier de ce manteau. Alors ces manteaux étaient réalisés par les brodeurs les plus importants, généralement, à Paris, toujours selon un patron qui était, transmis par l'ordre du Saint-Esprit et les manteaux, selon les cas, pouvaient présenter, 370 à 400 flammes, brodées, sur leur, ensemble. Ils coûtaient une véritable fortune, donc même les nobles français, les plus riches, avaient à cœur, enfin, avaient comme obligation d'être propriétaires de leurs manteaux. Ils avaient interdiction de s'échanger ou de se prêter les manteaux. Néanmoins, on sait par la consultation des petites annonces, notamment au XVIIIe siècle, qu'ils se les échangeaient en seconde main. C'est-à-dire que quand un chevalier décédait, sa famille, très souvent, essayait de vendre le manteau à un autre chevalier, puisque leur prix pouvait atteindre, des sommes, extrêmement élevées, du fait, du luxe des matériaux qui les constituaient et du travail de broderie extrêmement important qui les, revêtait. On peut passer à la diapositive suivante. Ces manteaux étaient tellement inconfortables. Alors ils étaient absolument fastueux, très beaux, extrêmement, brillants, luxueux et vous avez ici à gauche, de l'écran le duc de Richelieu, donc un des personnages les plus importants de la cour française au XVIIIe siècle, qui le porte. Inutile de vous dire que ces manteaux, les chevaliers eux-mêmes ne pouvaient pas s'en revêtir seuls, il leur fallait l'assistance d'1 à 2 personnes. Leur poids était extrêmement conséquent puisque nous les avons pesés aujourd'hui, ils pèsent entre 12 et 17 kilos, du fait à la fois, du poids du tissu qui les compose, aussi bien le velours que le satin, mais surtout du poids des broderies, d'or et d'argent. Et Louis XVI, que vous avez à droite de l'image, était le grand maître de l'ordre, comme tous les rois de France, et il a tellement mal supporté la cérémonie, où il a été intronisé, où les chevaliers lui ont prêté serment après son sacre, du fait du poids du manteau qui l'étranglait littéralement parce que dès que les chevaliers se mettaient à marcher, le col du manteau remontait sur leur cou et les étranglait, donc ça rendait leur déplacement, très délicat. Donc Louis XVI a, abrogé en fait, a demandé à changer, de costume et le grand manteau que vous voyez à gauche est devenu une petite cape en soie noire, brodée avec la plaque de l'ordre et doublé, d'un satin de soie vert, à l'intérieur, en 1777. On peut passer à la diapositive suivante.
Et provisoirement, au moment où les Bourbons, la dynastie des Bourbons revient, j'allais dire aux manettes et à la direction du royaume de France en 1815, eh bien les nouveaux rois vont garder ce costume réformé, donc cette cape plus courte pour les chevaliers qu'ils vont, créer, mais ils vont recommander aussi d'importants manteaux, à l'instar de ce qui existait avant 1777, comme on va le voir sur la diapositive suivante. Non, comme on verra sur une des diapositives, ensuite. Pardon. Alors, ce que je voulais vous dire, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans mon PowerPoint, pardon, c'est que, à lorsque les rois Bourbons sont chassés du trône, les manteaux d'officiers, qui à la différence des manteaux de chevaliers, n'appartenaient pas à, des hommes, mais appartenaient à l'ordre du Saint-Esprit. Donc ces manteaux d'officiers ont été donnés, par les rois, en 1827 au garde-meuble, royal à l'époque, et de là sont passés dans les collections du musée du Louvre, puis du musée de Cluny, avant de revenir au musée du Louvre. Et vous avez ici une photographie qui date d'avant la Première Guerre mondiale et qui montre la manière dont les manteaux sont présentés sur des supports, au public. Vous voyez tout de suite qu'ils ne sont pas présentés sous vitrine, qu'ils ne sont pas présentés à l'abri, de la lumière, et que, le support qui les porte, paraît, absolument mal adapté, à leur dimension. On peut passer à la diapositive suivante. Et en 1950, pour l'anecdote, Henri Matisse, qui cherche à travailler sur des nouvelles chasubles, enfin à dessiner des chasubles pour la chapelle de Vence, est interpellé par la qualité de broderie de ces manteaux et s'inspire de leur décor pour créer, ces chasubles, tels que vous les voyez là sur l'écran. Donc, même si ces manteaux sont passés des fastes de la monarchie, au musée au 19e et 20e siècle, ils ont continué, de par leur forme et surtout la qualité de leur décor brodé, a inspiré de grands artistes au XXe. On peut passer à la diapositive suivante. Donc les voilà, aujourd'hui. Le Louvre conserve 5 manteaux d'officier, vous en avez 3 ici, après restauration. Le manteau de chancelier à gauche, au centre un manteau d'officier classique et puis à droite un manteau de héros ou d'huissier, c'est-à-dire un des officiers les moins importants de l'ordre. Ce qu'on peut voir ici par le fait que le manteau est en satin brodé et le mantelet en velours brodé et que la traîne est nettement moins importante que celle du manteau de chancelier ou celle du manteau, d'officier. Alors, je vais vous demander de passer à la diapositive suivante. Voilà à quoi ressemble mis à plat un manteau de l'ordre du Saint-Esprit. Là, il s'agit d'un autre manteau de chevalier qui a fait l'objet d'un chantier de collection, en 2021, et ça vous donne une idée de ce à quoi ressemblent les manteaux lorsqu'ils sont à plat, de l'importance des broderies. Ici, les broderies à filets métalliques ont été complétées par des broderies, appliquées et cousues, à l'aide de paillettes dorées, roses et vertes, et l'ensemble, auquel la photographie ici ne rend pas vraiment justice, confère vraiment, une importance absolument luxueuse à l'objet qui reflète sans arrêt le moindre rayon de lumière et rayon de soleil, et ce sont, des objets d'un très grand faste et d'un très grand luxe. Alors, toute la question est maintenant pour nous au Louvre: comment présenter cette histoire qui est quand même très liée à l'histoire de la monarchie française au public? Et surtout, comment présenter ces pièces de textile qui sont extrêmement, volumineuses, extrêmement imposantes, extrêmement belles, mais aussi extrêmement fragiles, comme on va le voir sur la prochaine diapositive. Vous avez ici une des premières solutions qui a été adoptée à partir du moment où le Louvre a été refait dans les années 1990. Nos prédécesseurs au département des objets d'art avaient choisi de recréer la chapelle de l'Ordre du Saint-Esprit, d'où les textiles que vous voyez accrochés sur les murs du fond de la salle ici présente, et les 5 manteaux d'officiers qui datent de 1722 et qui ont vraisemblablement été réalisés pour le sacre du roi Louis XV étaient donc disposés de part et d'autre de ces textiles sur des simples supports en fait de bois, en croix, hem, à, mmh, avec au niveau des épaules une espèce de mousse rembourrée, qui les tenait, debout et qui les tenait comme ça à la verticale. Le tout était placé dans une salle qui faisait office de vitrine où, ni le climat, ni l'empoussièrement n'étaient vraiment contrôlés.
même si l'intensité lumineuse pouvait être adaptée. Le gros problème, c'est que même avec une intensité lumineuse basse et faible, si vous maintenez longtemps les textiles en exposition, eh bien, l'action de la lumière, comme vous le savez mieux que moi, les endommage. Et c'est ici ce qui s'est passé, puisque ce dispositif muséographique a été en cours de 1993 à 2020. Donc, il devenait nécessaire de restaurer l'ensemble des textiles de l'ordre et surtout de réfléchir à un dispositif qui nous permette d'exposer les textiles au public, mais de le faire avec des scénarios de rotation qui permettent d'endommager le moins possible. En théorie, on devrait même dans un musée ne pas du tout parler d'endommagement, mais néanmoins, il faut quand même constater que cette exposition est préjudiciable à leur très longue conservation à terme, mais ne pas les exposer priverait aussi le public de la compréhension d'un matériau, d'une technique et d'un objet parmi les plus rares dans les collections publiques françaises. Alors, je voulais juste avant ça revenir sur l'état dans lequel nous avons trouvé ces manteaux au moment du démarrage du chantier de restauration. C'est la prochaine diapositive. Vous avez ici un exemple de ce qui a pu se passer au cours du temps. Tout simplement, c'est qu'à force d'être manipulés et surtout, étant donné le poids de ces textiles, eh bien, qui avaient été mannequinés sur des supports en réalité inadaptés à ces forts poids qui entraînaient de très fortes tensions, eh bien, les poils du velours originel, donc ce que vous voyez en fait sur 2 des photographies, sur l'écran, eh bien, ces poils sont complètement partis, en fait, se sont désolidarisés de la toile de fond, noire et aujourd'hui, la moindre manipulation de ces manteaux, fait perdre en moyenne plusieurs centaines de fils, enfin et de poils de velours. Donc la question est, nous pouvons continuer à les exposer, mais dans ces cas-là, il faudrait les exposer de manière permanente et ne plus les mettre en réserve, ou alors les mettre définitivement en réserve et ne plus y toucher. Donc, on a essayé voilà, de réfléchir à ces questions. Pour le moment, ils sont revenus en exposition devant le public, mais d'ici quelques mois, les 2 manteaux les plus endommagés, dont celui que vous avez sous les yeux ici, seront définitivement roulés et ne seront plus jamais, présentés. Alors, l'autre problème, comme on va le voir sur la diapositive qui suit, donc là, vous avez effectivement un bon exemple de l'usure des velours originels. Certaines pièces de velours ont d'ailleurs été remplacées dans les années 1960 et 70. C'est ce que vous pouvez voir lorsque le velours a l'air en très bon état autour du col. Il ne s'agit pas du velours originel, mais bien d'un velours de remplacement, j'allais dire un velours de soie, recousu et refait dans les années 1960. Et l'ensemble de velours originel est celui qu'il se trouve ensuite. Vous voyez que des pans entiers de poils de velours sont partis, que dans certaines zones, ils ont été remplacés par des chenilles, des cordonnets enfin, des chenilles de poils de soie, mais que la problématique générale est d'éviter et de stopper au maximum la dégradation quasi irréversible de ces velours si nous continuons à les manipuler. Alors, l'autre problème posé par la conservation et la restauration de ces manteaux, nous allons le voir, c'est dans la diapositive suivante. Voilà, merci. C'est la question des broderies en guipure de clinquant. Ce que vous voyez ici sur l'image, vous avez 2 motifs de flammes de la Pentecôte qui se répondent ici autour d'une passementerie à filets d'or et d'argent. Et les lames qui composent les motifs des flammes sont des lames qui sont cousues sur un relief en lin écru. Et ces lames, au fil du temps, des usages et de l'exposition, j'allais dire trop prolongée au Louvre, eh bien ces lames, les fils qui les maintiennent à la toile de fond lâchent. Les lames, pardon, du coup, se relèvent, finissent en frottant, lors des manipulations, finissent, franchement par tomber ou être ôtées et surtout elles sont en argent doré. Donc il y a un autre phénomène qui est que, les sels d'argent, enfin l'argent s'oxydant produit des sels qui vont remonter à la surface des lames et qui vont ternir l'éclat doré de ces dernières et l'ensemble de ces flammes, de ces lames deviennent gris terne. Donc,
À la différence de ce que nous avions fait pour l'ensemble des textiles lors du Saint-Esprit, nous avons ici demandé, c'était une des conditions du marché de restauration, aux restauratrices de les nettoyer très légèrement, et devant l'ampleur de la tâche, devant l'importance du chiffrage représenté par un tel nettoyage et surtout devant l'impossibilité de savoir si ces lames d'argent allaient tenir longtemps, à l'exposition avant de se réoxyder, nous avons simplement décidé de les nettoyer, de les dépoussiérer, de les refixer et de nous arrêter là, de ne pas intervenir mécaniquement ou chimiquement pour, redonner tout l'or et tout l'éclat de l'or, à ces flammes. Alors, on peut voir la diapositive suivante. Voilà, vous avez, ici, pour information, la manière dont les manteaux étaient, présentés sur support avant, la restauration. Et vous comprenez tout de suite que, ces supports avaient l'immense avantage de conférer une ligne, assez proche de la réalité historique, c'est-à-dire de la manière dont ces manteaux tombaient le long du corps selon la corpulence des différents chevaliers. Donc d'une manière qui, je n'allais pas dire épouse les formes du corps, mais d'une manière relativement, verticale. En contrepartie, ces supports étant très peu rembourrés, n'étant pas du tout adaptés à la forme, et au format des manteaux, ils expliquent à eux seuls les raisons pour lesquelles les toiles de fond, les velours et les satins ont été très endommagés par l'exposition. Alors la solution prise, ça a été la suivante qu'on peut voir sur la diapositive suivante. Et je suis désolée de ne pas vous donner, un peu plus d'informations, photographiques sur la manière dont ces supports sont construits, mais je pourrais voir avec Corinne par la suite pour vous laisser un dossier plus précis et illustré. Nous avons demandé aux restauratrices, de se pencher sur un système de mannequinage qui permette une exposition à moyen terme au public de ces manteaux, c'est-à-dire pensé, sur plusieurs mois dans l'année et de manière à éviter avant tout ou à limiter, les tensions, du textile. C'est Antoinette Villa qui a eu l'idée, qui nous a proposé à Agnès Boss, ma prédécesseure et à moi-même, un schéma où une petite cage en acier qui fait office de buste, en inox en réalité, et limé et gommé dans toutes les aspérités que la cage peut avoir, équipé d'une tige centrale réglable en hauteur, ce qui permet d'adapter et de créer un buste, au mannequin, de monter ou de descendre, la taille du buste. Et autour de ce petit buste en inox, 2 cercles qui sont rétractables, en tout cas adaptables à la fois aux dimensions de la poitrine et surtout des «hanches» entre guillemets qu'on va vouloir, donner au manteau. Eh bien, on peut venir en fait adapter la taille de ces cercles par des systèmes de chevilles et de papillons qui nous permettent d'agrandir, de gonfler ou de dégonfler, si vous voulez, la forme générale donnée, à ce mannequin. Ensuite, une toile en coton décati qui fait exactement les dimensions du manteau est posée, sur cette structure, en inox. Puis, cette toile en coton est elle-même revêtue d'une cape en crin qui est gainée de taille-bec et qui a pour objectif de soutenir le manteau en velours dans sa totalité. Et de manière à le soutenir le plus efficacement possible, les restauratrices ont posé 8 demi-cônes en plastazote et il y a un système de boyaux de crin qui permet d'accompagner tous les arrondis, des godets, que forme le manteau pour éviter en fait qu'il s'affaisse, dans le temps. Donc c'est un système qui a été, enfin comment dire? Perfectionné par Antoinette Villa, qui est la restauratrice qui s'est chargée, avec son équipe de la restauration de ces manteaux. Pardon, système, pour lesquels elle s'est fait accompagner de plusieurs autres restauratrices que je cite ici: Emmanuelle Garcin, Karine Istria, Gaëlle Aignon et Valérie Marcelli. Et une fois que cette cape en crin gainée de taille-bec, là, ce que vous voyez, sur la photo, c'est, la forme, provisoire en taille-bec, cette fois-ci, qui avait été donnée, à l'ensemble. Mais il faut imaginer que cette cape en crin est soutenue par tout un système de bourrelets qui permettent de tenir le manteau. Voilà, j'en termine ici. Je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Le seul problème que pose, ce système, et qu'il ne respecte pas la vérité historique des formes,
du port du manteau, puisque vous voyez qu'il donne l'impression d'un manteau assez gonflé et d'un chevalier qui serait très gros à l'intérieur. Donc on perd la ligne originelle du manteau. Le Louvre a fait le choix aussi de ne pas donner une tête à ces mannequins. Alors il n'y a aucun rapport avec le fait que sous la Révolution française, une grande partie de ceux qui étaient membres de l'Ordre du Saint-Esprit ont été guillotinés et ont précisément perdu leur tête. Il n'y a aucun rapport. Mais voilà les questions que nous affrontons à l'heure actuelle. Et donc toute la question maintenant pour moi est de déterminer les meilleurs scénarios de rotation de ces textiles. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute question que vous auriez. Merci. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, à nos amis de Madagascar et à nos amis de Paris ou du Canada. Donc, ma communication va vous euh, mettre dans le monde du vêtement religieux, du vêtement ecclésiastique et liturgique. Je vais dans ma présentation d'abord parler des objets eux-mêmes, des vêtements eux-mêmes, de les nommer, parce que je crois que c'est très important de nommer les objets, sinon on ne sait plus qui est quoi. Et puis ensuite parler un peu de la conservation. Je serai plus court sur la présentation parce que Chris Palossi nous a montré de très beaux exemples et je ne pourrais d'ailleurs pas en se fondra dans la sienne parce que effectivement ce qu'elle a montré est très positif et très important. Alors, donc, rentrons dans le vif du sujet. Oui, très bien pour la première image. Rentrons dans le vif du sujet sur le vêtement. Donc, je vous disais, nommer est très important. Il y a deux types de vêtements. Le vêtement de type de vêtements ecclésiastiques portés par les ecclésiastiques, par les clercs, le vêtement liturgique et le vêtement, je dirais, ordinaire qui est porté soit en ville, soit dans la vie de tous les jours, ou lors de cérémonies, lorsque l'ecclésiastique ou les ecclésiastiques ne célèbrent pas une liturgie, mais ne font qu'y assister. Donc, en fait, il y a en quelque sorte trois sortes de vêtements. Donc, on va commencer par le vêtement liturgique. Ce vêtement liturgique apparaît très peu de temps après l'apparition du christianisme et qui s'accompagne dès le 1er siècle, dès la disparition du Christ et des premiers apôtres. On célèbre, les chrétiens se réunissent essentiellement le dimanche pour faire une célébration dans laquelle ils commémorent leur dernier repas du Christ, dit du jeudi saint, et pour cela, petit à petit, dans les 3 premiers siècles, un costume spécial distingue le célébrant, que ce soit l'évêque, l'épiscope, comme on disait à l'époque, ou le prêtre, l'ancien, le presbyte. Et donc, cette chasuble, en fait, qui va être le nom qu'on va donner à ce vêtement, n'est autre que le vêtement ordinaire des habitants du pourtour du bassin méditerranéen, c'est-à-dire un vêtement long, une tunique, hein, et par-dessus un manteau que les Latins, que les Romains appelaient la paenula, que les Gallo-Romains appelaient la casula, et qui en fait est un vêtement très important, très large, enveloppant, qui permet aux citoyens, enfin à tous les gens qui habitaient autour du bassin méditerranéen, de sortir pour se protéger de la pluie et éventuellement du soleil. Donc, vous voyez sur cette image ce vêtement qui, bien sûr, va évoluer. Ici, on est déjà au début du 2e millénaire, mais bien qu'on ait peu d'éléments pour le 1er millénaire, on peut penser, et on pense d'ailleurs, qu'il a
porter des décors, hein, ce qui va d'ailleurs donner petit à petit le nom. On va appeler ces vêtements des ornements parce qu'ils sont très ornés. Donc ce vêtement ample et qui se porte, comme vous le voyez, sous une tunique qui est l'habit de tous les jours des Romains, enfin dans le monde romain, à l'exception des travailleurs de force qui euh, quittent ce vêtement pour mettre un vêtement plus court, pour travailler les champs, pour bâtir les maisons et ainsi de suite. Donc, voilà l'antiquité du vêtement, hein. La, l'image suivante va vous montrer que petit à petit, et on l'a bien vu dans la chasuble, on peut retourner un peu en arrière, l'image en avant, voilà, on l'a bien vu dans la chasuble que présentait tout à l'heure la conservateur et directrice du musée de la cathédrale. Cette chasuble va petit à petit se raccourcir. Tout simplement, pourquoi? Par raison de confort et aussi de raison liturgique. C'est-à-dire que à la fin du XVIe siècle, comme vous le savez, il y a un moment très important pour l'Église catholique qui est le Concile de Trente et qui porte essentiellement, théologiquement, sur la réflexion autour de l'Eucharistie et la véracité pour les catholiques que l'Eucharistie est consacré est véritablement le corps du Christ, hein. Là, on est en réaction, si vous voulez, à la réforme catholique, c'est une réforme, à la réforme protestante, excusez-moi, c'est une réforme catholique, et au cours de la liturgie, on montre l'hostie, et on la montre, et comme le prêtre est célébrant est de dos, si vous vous rappelez quelques images un peu anciennes, eh bien, le prêtre va monter les mains, les bras au-dessus de sa tête pour montrer le corps du Christ, pour montrer l'hostie. Et évidemment, les grandes chasubles médiévales encombraient énormément le célébrant, et donc on va dégager, je ne sais pas si ma petite flèche est utile, si on voit, mais on va dégager les bras et petit à petit, la chasuble va se rétrécir comme on le voit sur la diapositive suivante, sur l'image suivante. Voilà, donc là, on voit cette chasuble qui est une chasuble du XVIIe siècle, hein, avec cette broderie typique de l'époque de Louis XIV, du règne de Louis XIV, et voyez combien la chasuble est échancrée par rapport à celle que je vous montrais précédemment. On va passer à la suivante. Également ici, vous voyez cette fois-ci de dos, et cette chasuble, donc on est au XVIIIe siècle, donc on n'a pas beaucoup changé. Bien sûr, les décors changent, hein, vous voyez, vous avez vu le décor très brodé, très classique de l'époque de Louis XIV, et ici on a quelque chose de plus simple, avec d'abord un tissu plus simple, on n'est plus sur du velours de soie, c'est un satin, qui est légèrement brodé avec un décor central, hein, qui est fort beau d'ailleurs, un décor central qui illustre cette partie la plus visible dit de Dieu, donc c'est ce que voient les fidèles. Et puis, ça me permet de rebondir un petit peu sur la question que se posait tout à l'heure la conservatrice du trésor du musée de la cathédrale sur la croix. Vous voyez, cette croix est typique des chasubles françaises, hein. Les Italiens, les Espagnols ne décorent pas comme cela la chasuble, ils la décorent avec un simple colonne. Donc la chasuble que vous montriez a bien été confectionnée en France, et absolument pas à Rome, ce n'est pas pensable. Donc c'est bien un travail français, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal pour Madagascar, me semble-t-il. Voilà, donc on va passer à l'image suivante. Donc, ici, vous voyez un célébrant qui va porter de nouveau une chasuble ample comme on le portait au Moyen Âge, parce que au XIXe siècle, en Europe, en France, en Allemagne, sur le vêtement liturgique, et on se met à s'intéresser de nouveau
au Moyen Âge, ce qu'on appelle l'époque néo-gothique, hein, et tant les architectes, les archéologues, les savants que les gens d'église prennent un intérêt important pour ce qu'on a appelé le siècle de Saint-Louis, donc Saint-Louis de France, c'est-à-dire le XIIIe siècle. Et là, à partir de 1840-50, on va revenir à des formes plus amples, avec des tissus évidemment souples, qui va permettre l'exercice de la liturgie. Donc vous voyez ici, c'est une liturgie monastique dans un monastère français bénédictin, Fongombo, et on voit très bien ce grand vêtement, donc mis à l'honneur d'ailleurs au départ par les bénédictins et le fameux Don Guéranger qui a beaucoup travaillé sur la liturgie entre 1840 et 1870. Là, l'image suivante vous montre de la chasuble du XIIIe siècle. Et on voit également deux autres clercs qui portent quelque chose de tout à fait différent. On va y venir tout de suite. Vous voyez que ce n'est plus une chasuble, mais un vêtement qui a des manches, hein, qui est aussi un vêtement extrêmement couvrant, mais qui a des manches. Et donc, nous allons ainsi passer au deuxième type d'ecclésiastique qui célèbre la liturgie, qui n'est pas le prêtre, mais le diacre. On va voir sur l'image suivante. Alors là, oui, là, j'ai dû me tromper un peu. On reviendra sur cette image après, si vous voulez bien, Corinne. Encore. Voilà, voilà. Excusez-moi, il y a eu un petit ratage. Alors, ce vêtement dont je vous parle est ensuite celui du diacre. Vous voyez qu'il est différent de la chasuble, hein. C'est un vêtement avec manches, hein. Voilà, vous en voyez une autre là, on va revenir quand même là, parce qu'on a d'autres éléments pour nommer les objets, les vêtements. Donc, ce vêtement de diacre, lui aussi, apparaît très certainement à la fin du IIIe siècle, début du IVe siècle. En fait, ce vêtement s'appelle une dalmatique parce que c'est un vêtement importé à Rome dans la haute bourgeoisie, parmi les patriciens, par un goût pour la Dalmatie, en fait, hein. Vous savez que la côte dalmate était extrêmement prisée par les gens fortunés de Rome pour son climat doux et ainsi de suite. Et donc, la mode fait que ces personnes s'habillent à échoue pour le vêtement des clercs qui sont diacres. Alors, différence des clercs et des prêtres et des diacres. Donc, le prêtre va garder la chasuble et le diacre, donc, qui n'est pas un sous-prêtre, mais qui est comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui, ou quelqu'un qui va devenir prêtre. Le diacre, c'est un état ecclésiastique par lui-même qui n'est pas celui de célébrer ou de diriger la communauté chrétienne, mais de la servir, hein. Les diacres sont ceux qui s'occupent de servir, ça veut dire évidemment s'occuper des pauvres de la communauté, mais aussi s'occuper des richesses de la communauté, des possessions de la communauté, justement pour s'occuper des pauvres. Donc ce sont des gens d'administration en quelque sorte, qui ont un petit rôle à l'autel puisqu'on leur fait tenir l'évangéliaire, comme vous voyez sur cette. Et donc, cette gravure est intéressante parce qu'elle montre trois autres vêtements, même quatre. L'aube, donc qui est la tunique revisitée en quelque sorte, la tunique antique revisitée, l'étole que vous voyez là, et qui marque l'état du prêtre ou du diacre, et se manipule cette petite bande de tissu qui était auparavant simplement un mouchoir pour s'essuyer les mains, avant de prendre le calice et autres, et qui va rester suspendu au bras gauche. Et puis,
un élément aussi qui complète l'aube, qui est une sorte de mouchoir, un mouchoir carré qu'on entoure autour du cou et qu'on appelle la micte. Alors, la micte, comme l'aube, sont des vêtements qui sont réalisés en lin ou ensuite, plus tard, en coton. Et puis, à la différence du vêtement, la chasuble ou de la dalmatique, qui vont être coupés et travaillés dans une soie. Donc, il y a là donc deux types de textiles et donc on y reviendra au sujet du nettoyage et de la conservation. Je vais vous demander, Corinne, de revenir en arrière, cette fois 2 fois, encore une fois. Encore une fois. Non, alors revenez. Excusez-moi. Voilà, voilà. Alors sur ceci, voilà, pour compléter le vêtement donc ecclésiastique, vous avez là un ecclésiastique qui ne porte ni une chasuble ni une dalmatique, mais un grand manteau qu'on appelle le pluvial. Il le porte, comme vous le voyez, au-dessus de l'aube. Et pourquoi le porte-t-il? En quelle occasion? Il le porte lorsqu'il ne célèbre pas l'Eucharistie pour le prêtre, mais et également pour l'évêque, mais lorsqu'il qu'on a aussi traduit par chape, d'une manière assez d'ailleurs troublante, qui n'est pas employé, le pluvial est de sortir sous la pluie. C'est un vêtement de protection qui d'ailleurs découle comme la chasuble de l'ancien vêtement romain. Donc, et puis sur la tête, l'ecclésiastique porte un bonnet, un béret qu'on appelle le birretum, qui deviendra la barrette. Hein. Pourquoi les ecclésiastiques portent des bonnets par rapport à d'autres membres de la société? Parce que les ecclésiastiques n'ont pratiquement plus de cheveux, étant donné qu'on leur coupe les cheveux, qu'ils se coupent les cheveux pour avoir une tonsure, c'est leur manière de montrer leur allégeance hein, à Dieu, c'est de faire symboliquement, évidemment, l'hommage de leur chevelure et aussi l'hommage de leur simplicité. Quand on n'a plus de cheveux, on est moins élégant que quand on en a. Et puis, vous voyez évidemment dessous toujours l'aube. Hein. On va passer à l'image suivante qui vous montre justement une aube. Alors, l'aube de cette fameuse tunique, petit à petit, elle aussi, dans les au cours du second millénaire, va se transformer avec l'apparition de la dentelle à la fin du XVIe siècle. Évidemment, les personnalités du monde catholique, les évêques, les cardinaux, vont s'intéresser à cette marque, à cette mode d'ailleurs de la dentelle, à cette marque d'honneur et puis ce signe de richesse, hein, puisque la dentelle, comme vous le savez, est quelque chose qui a est très vite tombé dans le monde de la mode et du luxe, eh bien, petit à petit, une partie importante, comme vous le voyez là, de l'aube va se convertir en dentelle. Et ici, il y a sous les manches, vous voyez le tissu rouge. Ce tissu rouge fait référence évidemment à la soutane que va porter le prêtre, qui est de différentes couleurs en fonction du grade du prêtre, qu'il soit prêtre, évêque ou cardinal, voire pape. Donc, tout cela est très codé. Ici, c'est simplement une petite ouverture sur ce monde qui est plus complexe qu'on imagine, hein, mais vous donnez un petit peu l'idée de l'évolution de ces divers objets. Ici, on est encore sur du tissu blanc, donc du lin, ensuite du coton, bien entendu. Nous passons à la suivante. Donc, on a déjà vu la dalmatique. Alors, voici une dalmatique assez tôt, dans le début du XIIe siècle, qui est une dalmatique qui est conservée à Bamberg, en Allemagne, hein, et qui avait, ça c'est aussi un peu autre chose, qui servait également, bien sûr, pour le diacre, mais
également pour le couronnement de l'empereur d'Allemagne, puisque l'empereur du Saint-Empire romain germanique recevait l'ordination diaconale ou quasi diaconale lors de son sacre. Donc, c'est pour ça que souvent ces objets-là ont été mieux conservés parce qu'ils avaient une valeur historique extrêmement forte. Hein. Ici, vous voyez un ensemble qui va nous permettre de parler de la mitre et des évêques. Vous voyez donc, on est toujours à Fontgombault, dans cette abbaye bénédictine à côté de la Loire, au centre de la France, avec l'abbé qui porte une chasuble ample et puis deux prêtres, moines, qui portent les dalmatiques, qui sont toujours ornés de cette manière-là, c'est-à-dire avec une passementerie qu'on appelle l'aticlave et qui se stylise, si vous voulez, et qui rythme ce vêtement de diacre. Un autre vêtement qui est, si vous voulez, qu'on revienne à la photo précédente, s'il vous plaît. Un autre vêtement qui est le voile huméral, qui, comme son nom l'indique, se porte sur les épaules. Il est porté par le sous-diacre et permet au sous-diacre de saisir les objets sacrés, puisque le sous-diacre n'est pas, comme son nom l'indique, ni diacre ni prêtre, donc il doit avoir les mains protégées pour toucher les objets sacrés comme le calice, le ciboire et d'autres objets sacrés. Donc c'est aussi en quelque sorte un vêtement, c'est une simple bande de tissu, mais c'est un vêtement que l'on met sur les épaules, d'où son nom, voile huméral. Dans la photo suivante, on va détailler un peu le vêtement de l'évêque. Alors, l'évêque, finalement, c'est un prêtre dans la plénitude de sa fonction, donc il porte évidemment les vêtements de prêtre, mais comme il est souvent en représentation, en procession, eh bien, il va reprendre le pluvial, comme nous le voyons tout à l'heure, hein. Dessous, il a une soutane, parce que sous l'aube, évidemment, on n'est pas sans rien. Il y a ce vêtementalaire qui lui aussi est héritage du monde romain, le long vêtement que va porter tous les clercs au Moyen-Âge, et pas seulement les ecclésiastiques, c'est-à-dire les hommes de loi, les avocats, les magistrats, toute cette catégorie de personnes qui ont des charges importantes, donc qui portent le vêtement, la reconnaissez, et sur l'aube, l'étole qui indique évidemment la charge de l'évêque et son sacerdoce. Comme vous le voyez, il est ganté, donc il a des gants qui sont de différentes couleurs et qui sont la plupart du temps de la couleur du vêtement liturgique, hein, et puis la mitre qui est ce chapeau pointu qui apparaît à la fin du XIIe siècle pour distinguer l'évêque par rapport aux autres clercs. Je vais aller un peu plus vite. Je pense que c'était surtout important de parler, de nommer et de savoir de quoi on parle. On va voir l'image suivante. L'image suivante. Voilà, donc après le dessin, vous voyez donc un cardinal, évêque d'Ancône, qui porte ses différents vêtements, le pluvial, la mitre, l'étole, et sous l'aube en dentelle, on voit la couleur de sa soutane. On avance. Voilà, et aujourd'hui encore, enfin hier, vous voyez le pape Jean-Paul II qui porte lui également le pluvial, qui est attaché par une broche qu'on appelle formale, hein, et qui est le privilège des évêques, et puis la mitre que vous voyez, vous aviez vu avant. On avance. Voilà une mitre vue de près et vous voyez derrière, il y a deux pendants qu'on appelle les fanons et qui primitivement permettaient de serrer la mitre autour de la tête pour pas qu'elle aille mal. Aujourd'hui, on fait des mitres sur mesure, même dès le XVe siècle, mais on a gardé ce ruban qui permettait au Moyen Âge de serrer la mitre, d'assujettir la mitre sur la tête. Une mitre de Jean-Paul II, celle-ci aussi. On passe au suivant. Voilà, aujourd'hui, encore un évêque. Vous reconnaissez la micte. Il porte la chasuble
de forme 17e, 18e. Dessous, parce qu'il est évêque, il porte une petite dalmatique, parce qu'il a la plénitude du sacerdoce, il est diacre, prêtre et évêque, évidemment la mitre, et puis l'anneau pastoral, et vous voyez ici ceci. On y va encore plus vite. Voilà encore, je ne détaille pas, vous voyez des gants ici, les gants qui sont de la couleur du vêtement, c'est-à-dire violet, on est en carême, on va un peu plus vite. Il y a aussi, qui complète le vêtement de l'évêque, des souliers qui sont aussi à la couleur liturgique, hein, que ce soit rouge, violet, blanc ou vert, donc sandales liturgiques qui sont portées dans l'Église catholique jusqu'en 1968. On va un peu plus vite. Et voilà le costume de clerc au 19e siècle et un costume à la française. On va voir ce qui distingue ce costume à la française des autres costumes d'ecclésiastique. Donc là, on est dans l'habit de tous les jours, la soutane sur lequel on mettra l'habit de chœur et sur lequel on mettra le vêtement liturgique. On peut aller voilà, le soulier ecclésiastique qui se porte ainsi jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, un soulier sans lacet avec un bouton qui peut être en argent, en métal argenté et ainsi de suite. Les évêques l'ont en métal doré. Et puis, un autre élément du costume à la française, le rabat, vous l'avez vu tout à l'heure avec ses ecclésiastiques, donc qui est en fait quelque chose de très français qui apparaît au milieu du XVIIe siècle, qui est en fait ça peut vous paraître étonnant, mais qui est le reliquat du col de la chemise que l'on rabattait sur la soutane. Et puis, ce rabat va devenir large. Vous avez tous en tête le portrait du cardinal de Richelieu par Philippe de Champaigne. Va avoir un grand col blanc, et puis ce col blanc, il va devenir noir et il va être porté ainsi en France et dans la zone d'influence française, c'est-à-dire aussi en Afrique, mais aussi en Belgique ou en Suisse et au Canada, ce rabat qui est en soie, qui peut être agrémenté de perles et qui s'attache autour du cou. On passe à la suivante. Voilà, donc le dernier élément, c'est le vêtement de chœur. Lorsque l'évêque ne célèbre pas, il a un autre vêtement de chœur avec en dessus d'une petite aube qu'on va appeler le rochet. C'est une aube courte, mais qui est constituée comme l'aube. Il va porter une pèlerine qu'on va appeler la mosette. Vous voyez le fameux rabat dont je vous parlais. Et dessus, il porte une croix pectorale. Alors, ce type de vêtement est intéressant parce qu'aujourd'hui encore, les évêques dans le monde catholique portent cette pèlerine qu'on appelle la mosette et ils se couvrent la tête d'une barrette qu'on appelait le birretum que vous avez vu tout à l'heure. La suivante vous montre le costume d'aujourd'hui. Vous voyez la mosette violette des évêques avec sur la soutane violette, mosette rouge d'un cardinal sur la soutane rouge avec entre les deux l'aube raccourcie qu'on appelle le rochet. Et puis sur la tête, un raccourci là aussi de la barrette, hein, qui est une simple calotte, qui est également de la couleur de la soutane. Nous passons à la suivante. Voilà un rochet, hein, donc la petite aube intermédiaire. Vous voyez qu'elle est aussi garnie de dentelle. Hein, c'est vraiment une aube raccourcie. On passe à la suivante. Et la croix pectorale que vous avez vue sur le portrait, la croix pectorale qui est suspendue à un cordon vert et or, le vert étant une couleur attribuée à l'évêque dès le Moyen Âge. Hein, le chapeau des évêques au Moyen Âge était vert, et donc on garde cette couleur verte d'ailleurs dans les armes épiscopales, hein, puisque les armes épiscopales sont timbrées d'un chapeau de couleur verte, et puis pour le suspendre la croix pectorale. Nous passons à la suivante. Ici, une ceinture de cardinal, vous voyez, donc une ceinture de moire de soie avec les franges. On passe à la suivante.
et la barrette, la continuation du birethum, qui est, comme je vous le disais, de la couleur de la soutane. Donc une barrette violette pour un évêque. Passe à la suivante. Voilà, alors maintenant qu'on a fait le tour de ces vêtements, quelques mots sur la conservation et je vais donc, pour le nettoyage, simplement dire un mot. Le nettoyage, ben, le tissu lui-même, il doit être fait comme on nettoie un autre tissu, vêtements, robes, tissu d'ameublement et autres des mobiliers nationaux. Pour ce qui est de la lingerie, le lin se nettoie comme on nettoie le lin et le coton ainsi. Et lorsqu'il y a une collerette en tissu de lin ou de coton sur une chasuble, comme nous avons vu pour le musée, le musée tout à l'heure, eh bien, il faut découdre cette collerette pour la nettoyer, la laver, et ensuite la recoudre, tout simplement. Vous voyez, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire ici, c'est-à-dire un entassement dans un meuble qu'on appelle un chapier, qui est tout à fait efficace et intéressant et qu'on trouve dans de très nombreuses sacristies. Ils sont faits pour mettre des pluviales ou des chapes bien aplaties, bien allongées, mais pas pour mettre une série de textiles brodés, comme vous le voyez, sans protection, sans rien entre chaque pièce, et qui entraîne, comme le disait tout à l'heure Madame Labourdelle, le risque d'abîmer les broderies. Bien que ce ne soit pas des manteaux du Saint-Esprit, ce sont quand même de très belles broderies et il est dommage de les voir comme cela. On continue. Voilà, cela c'est encore pire. Vous voyez l'amoncellement dans cette sacristie. Les choses ne sont pas du tout mis en valeur. Ici, c'est suspendu à des cintres. Ici, c'est plié un peu n'importe comment. Donc, ça, c'est absolument à proscrire. Ensuite, là également, tout à fait à proscrire, des cintres d'habillement, de magasins d'habillement, sur lesquels on met soit des dalmatiques, soit des chasubles, un peu n'importe comment. Évidemment, ici, aux épaules, ça travaille, le tissu se casse. Euh, Ensuite, on termine ce qu'il faut faire, c'est-à-dire d'abord mettre dans les placards voulus avec des fiches techniques, comme vous voyez là, on avance. Vous voyez les supports des nouveaux chasubliers, c'est-à-dire des supports très aérés en bois et en bois et avec des sangles. On avance un peu et on va bientôt terminer. Le papier Bolloré indispensable pour protéger les textiles. Là, ici, on est à Utrecht. On avance. Vous voyez aussi des boîtes. Des boîtes, c'est très important aussi parce que ça permet d'écrire ce qu'il y a dedans avec une photo. Des boîtes sur lesquelles les objets sont, les pièces de textile sont bien allongées. On avance et c'est presque terminé. Vous voyez ici du papier Bolloré sur le châssis du chasublier. Et encore là, on avance. Ici, dans cette réserve du musée d'Utrecht, du Het Museum d'Utrecht, une protection avec des rouleaux qui permet aux ailes des dalmatiques, aux manches des dalmatiques de ne pas se casser. Elles sont protégées comme tout à l'heure Chris Palonczyk nous montrait. Encore après. Voilà les chasubliers avec les chapes pluviales qui sont bien étendues. Un par étage. Et là aussi, je termine avec cette photo. Après, on termine avec cette photo. On revient en arrière. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Donc, ce qu'il est intéressant de faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quant à la présentation, eh bien, tout ce que nous a dit Chris Palosic était parfait. Donc, je peux m'arrêter là. Et je vous remercie de votre attention. Et je suis aussi également à votre disposition. Amitié à tous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à ICOM France de m'avoir invité pour faire cette présentation. Alors, c'est pas ICOM France. Donc, ICOM comme Costume. ICOM Costume, pardon.
de m'avoir invité pour faire cette présentation. Donc moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je suis parti sur plusieurs axes, des techniques un petit peu documentaires, forcément la partie un peu entretien des collections, une partie valoriser les collections, et je voulais essayer aussi d'aborder deux exemples spécifiques de l'importance symbolique de nos collections. Donc voilà, à travers un exemple particulier qui est l'exemple du Musée international des Hussards qui se situe à Tarbes. Donc Tarbes, c'est une ville moyenne hein, dans les Hautes-Pyrénées et le musée est un musée qui existe depuis à peu près le milieu du 19e siècle. Donc une collection de beaux-arts qui s'est créée voilà, sous le Second Empire et sous Napoléon III. Après, on a trois fonds particuliers. On a un fonds donc Beaux-Arts, comme je viens de le dire. On a un fonds également Bigorre et Quatre-Vallées, donc qui concerne l'histoire de la région. Et on a des tissus, des textiles qui font référence à ça. Et notre fonds est particulièrement connu pour le Musée international des Hussards, donc un fonds qui s'est constitué entre les années 1900, fin des années 50 jusqu'au début des années 80, qui continue encore à s'enrichir aujourd'hui du fait qu'on a le premier régiment de hussards parachutistes à Tarbes, donc on a des liens avec le régiment, et des fois quand il y a des choses qui sont déclassées militairement, on est en lien avec eux, et ça nous permet d'enrichir nos collections sur des choses finalement très modernes. Mais on a un total d'environ 18 000 pièces qui concernent ce fonds-là. Au total, on a 29 000 pièces avec l'appellation Musée de France. Il y a trois autres musées également sur lesquels je travaille. Le Carmel, sur lequel je n'insisterai pas aujourd'hui, mais également le musée de la déportation et de la résistance des Hautes-Pyrénées, où on conserve des textiles, et également la maison natale du maréchal Foch, où on conserve des textiles et notamment des uniformes qui ont appartenu au maréchal Foch, donc le chef des armées, hein, des armées unies pendant la Première Guerre mondiale, et qu'on conserve donc ici à Tarbes. Tarbes, voilà, voilà, ville moyenne du sud de la France. Donc l'idée, c'est d'explorer quelques pistes de réflexion. Bien sûr, il y en aura d'autres et tout est possible de développer hein, à partir de là. Donc image suivante, s'il vous plaît. Donc l'étude technique, j'ai commencé par l'étude technique des collections. Quand vous avez du textile qui arrive dans vos collections, pensez dès le départ, bien sûr, à vérifier l'origine des collections pour le don et l'acquisition, de savoir d'où ça provient, de savoir quelle est l'histoire, où est-ce que ces objets étaient conservés avant, puisque ça peut être important dans les premiers jours qui suivent l'entrée de ces objets dans vos collections. S'ils étaient dans un environnement très humide, essayez de ne pas les mettre au sec tout de suite en arrivant. Et inversement, s'ils étaient dans un environnement très sec, essayez plutôt de privilégier un environnement sec quand ils arrivent. Il y a bien sûr constitué un dossier documentaire, puisque on a beau essayer d'être le plus sachant possible, l'origine de la pièce, de savoir ce qu'il s'agit comme pièce, qui l'a léguée, de quelle époque elle date, ça évite de faire plein de recherches et ensuite de pouvoir valoriser plus facilement ces collections. Il y a malheureusement trop de pièces de collection aujourd'hui dans les musées dont ce travail n'a pas été fait au moment de l'entrée dans les collections et qui aujourd'hui ont des lacunes en termes de présentation et qui présentent finalement peu d'intérêt lorsqu'on les présente puisqu'on on a du mal à les expliquer et à les valoriser. Donc ça, c'est des aspects documentaires quand les collections, quand ces objets textiles rentrent dans vos collections. Et ensuite, il y a bien sûr tout un travail documentaire qui peut être fait une fois que les collections sont rentrées, donc une analyse scientifique, comme certaines choses ont pu être faites voilà, par certains conférenciers aujourd'hui, et des choses qui peuvent être faites en interne. Nous, on a la chance d'avoir eu une dame qui n'était pas forcément une scientifique, mais qui était une passionnée de couture ici au musée Masset, qui a fait des patrons de toute la collection textile issue de Bigorre et Quatre-Vallées. Donc, si vous avez dans vos agents ou dans votre entourage des gens qui aiment la couture et qui savent faire des patrons, c'est un élément documentaire très intéressant. Ils ont leur œil pour pouvoir distinguer les textiles, les différentes façons de coudre. Donc, ils font ça avec passion et surtout, si plus tard vos collections se détériorent, vous avez quand même un état de l'objet à un moment donné. Donc, tout ça, c'est très intéressant et très important
de le documenter dès le départ, dès que vous avez des choses qui rentrent dans vos collections. Image suivante, s'il vous plaît. Le second aspect documentaire que je voulais évoquer, j'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient envoyé les fiches avec les fiches collections, hein, les fiches œuvres. C'est quelque chose dont tous les musées bénéficient, ou presque. À défaut, un bon tableau Excel avec des choses, ça peut toujours faire l'affaire. Nous, ici, bien sûr, au musée Massey à Tarbes, on a Micromusée, qui est un logiciel qui est reconnu nationalement, hein, voilà. Mais il y en a d'autres, hein, qui existent, comme ProMuseum. Si vous avez des difficultés en termes de vocabulaire sur pouvoir définir ce que vous avez dans vos collections, il existe des ressources en ligne. J'en ai mis une là, qui est une ressource nationale, qui est la base de données Joconde, où vous avez tout un vocabulaire succinct, mais qui permet de servir de base avec des noms de domaines et de sous-domaines. Si vous avez des difficultés dans vos propres bases de données à qualifier certains vêtements, donc là, vous pouvez avoir quelque chose d'assez général et plutôt détaillé, hein. Là, je suis parti sur l'armement, mais vous voyez donc armement, ensuite qui se décline en plusieurs sous-catégories, comme les accessoires de l'armement, les affixes armement, les armes à feu, les armes blanches, les armes de choc, les armes de jet, etc. Mais vous avez une partie uniforme également, avec aussi des sous-dénominations. Donc, si vous avez des difficultés sur la dénomination de votre thésaurus sur votre base de données, la base Joconde peut être un bon point de départ pour pouvoir normaliser un petit peu votre base. Mais il faut faire attention, et c'est là où je voudrais éventuellement passer à la slide suivante. Les bases de données, hein, c'est un outil, et la normalisation, c'est très bien, mais il faut toujours l'adapter en fonction de votre musée et de vos spécificités, de votre spécialité à l'intérieur de votre musée. Donc, prendre en compte la littérature sur le sujet. J'imagine que vous avez tous un ou deux ouvrages de référence qui parlent de vos collections. Donc, partez de ce point de départ-là, puisque des bases de données généralistes comme Joconde, des fois, ne sont pas assez spécialisées. Je prendrais comme exemple notamment le shako, qui est le chapeau des hussards, hein. Alors, les hussards, je n'ai pas précisé, mais c'est un type de régiment de cavalerie qui apparaît en Hongrie au XVe siècle, notamment face à l'avancée ottomane. Cavalerie légère qui gagne bientôt et assez rapidement en réputation. Et ensuite, ils servent de mercenaires pendant toute la période d'Ancien Régime, donc du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et au début du XVIIIe siècle, ils passent dans l'armée régulière en France. Et comme c'était des mercenaires, on en trouve un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, vous avez des hussards aux États-Unis, vous avez des hussards au Japon, vous avez encore des hussards en France, hein, avec le premier régiment de hussards parachutistes. Et donc, le shako, c'était un peu le chapeau militaire typique des hussards au début du 19e siècle. Et si vous allez dans la base Joconde, en fait, c'est accessoires vestimentaires, chapeau, shako, sous dénomination. Donc, c'est intéressant, mais pour nous, c'est un accessoire militaire, plus qu'un accessoire vestimentaire. Donc, ce genre de base est quelque chose vraiment adapté. Le niveau de description aussi est adapté, hein. Là, j'ai mis cette image en termes de référence. On a un lexique uniforme qui est très, très, très détaillé. Est-ce qu'on veut aller jusqu'à ce niveau de détail? Ça, c'est à vous également de définir dans votre base de données, dans votre base de documentaire textile, jusqu'où vous voulez aller au niveau de détail. Sachant que plus vous allez dans un niveau de détail élevé, plus vous êtes susceptible de vous perdre aussi dans vos recherches. Après, ça dépend aussi de vos collections. Si vous avez 20 000 shakos, vous pouvez peut-être aller d'une manière plus détaillée dans le vocabulaire du shako. Par contre, si vous avez que 15 dolmans, il n'y a peut-être pas besoin de rentrer. Le dolman, hein, c'est le costume traditionnel du hussard, hein, sa veste, avec les brandebourgs, là, avec les lignes qu'on a à l'horizontale sur le brandebourg. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un niveau de détail aussi élevé. Les bases de données, il faut faire attention aussi à prendre en compte les spécificités géographiques, puisque vous avez des fois dans certaines régions des termes qui sont utilisés, mais qui ne sont pas utilisés dans d'autres. Donc, si vous allez sur la base de données nationale, vous allez avoir le thème national et pas forcément le terme spécifique à votre région. Donc, essayez bien aussi de garder ces spécificités régionales de termes
puisque après, ça peut se perdre. Et le fait de le garder dans vos bases de données, ça permet de préciser. Voilà. Donc, voilà pour les questions liées aux bases de données, les questions liées aux bases de données textiles. Deuxième partie, entretenir les collections textiles. Alors, il y a plein de choses qui ont déjà été dites. Je rappellerai peut-être les principaux dangers des collections textiles, hein. C'est bien sûr, on a tous les insectes qui grignotent un petit peu le feutre, les textiles, etc. On a la lumière, on a les tensions du fil, le contact avec les matières oxydables, et il y a les oxydations, les manipulations, en fait, tout simplement, que peuvent faire certaines personnes. Vous ne manipulez pas un textile de la même manière en fonction qu'il a 500 ans d'âge ou qu'il en a 30. Donc, en fonction de ça, c'est des choses à prendre en considération. Bien sûr, c'est toutes les questions liées à la conservation préventive des œuvres. Il y a des formations aujourd'hui de savoir comment manipuler le plus doucement possible, etc. Nous, ici, à Tarbes, on a la chance d'avoir une zone de quarantaine. Et du coup, en ce sens, je rebondis avec ce que je disais préalablement, c'est que quand vous avez des collections qui arrivent, on vous donne quelque chose, ne le mettez pas directement dans vos collections qui sont saines, essayez de les séparer et de les mettre dans une zone euh, sans collection, même un placard vide, et attendez quelques temps de voir comment évoluent ces pièces. Parce qu'il y a peut-être des œufs d'insectes ou des choses dans vos collections euh, qui vont ensuite éclore si vous le mettez dans vos collections saines et qui vont voilà, attaquer vos autres collections et ça serait bien dommage. Il y a plein de choses à faire, donc là je cite que quelques exemples. Nous, au sein du musée Masset, là vous voyez deux, trois images, donc vous voyez du feutre qui a été attaqué par un insecte, mais qui aujourd'hui est sain, hein. Il n'y a plus d'insectes. Vous avez en bas, vous avez un sac de graines de poivre, qui est un répulsif naturel pour les insectes. À droite, vous avez un répulsif un peu chimique qu'il faudra que je change d'ailleurs. Et juste derrière, vous avez un petit tissu qui est en fait une sorte de tissu témoin. Puisque à côté, on a nos caisses en polypropylène cannelé avec nos collections à l'intérieur. En extérieur, on a laissé des petits tissus pour voir s'ils se faisaient grignoter. Donc, ça nous sert de témoin pour savoir si on a des insectes qui viennent manger nos collections. Et s'ils viennent manger les collections, ils viennent d'abord manger ces témoins qui sont plus facilement accessibles que les choses qui sont en caisse. Donc, ça permet, en termes de conservation préventive, de surveiller pour voir si nos collections sont attaquées. Donc voilà, il y aurait plein de choses à dire sur la conservation préventive. Je vais passer sur l'image suivante, hein. Alors, il y avait une question, et c'était quelque chose aussi que je voulais aborder, qui a été posé dans les retours avant cette journée. C'était comment conserver les collections. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Je pense que conserver à plat, c'est quand même une des meilleures façons de conserver les collections. Nous, on a mis nos collections dans des boîtes en polypropylène cannelées. Et on a une matière aussi, hein, qui est le tissu blanc, là, que vous voyez, qui est du Tyvek, qui a déjà été, dont on a déjà parlé avant, et qui sert aussi à séparer les pièces de collection entre elles à l'intérieur d'une même boîte. Les boîtes sont forcément thématiques sur des costumes qui appartiennent au même groupe, hein, des uniformes qui appartiennent au même groupe. Sur le côté des boîtes, on a mis des poignées pour aider à tirer, puisque ce sont des boîtes qui sont finalement assez larges, assez profondes. On a mis les photographies des œuvres qui sont conservées à l'intérieur de ces boîtes, avec un numéro de localisation et une liste de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, hein. Voilà. On a la chance également d'avoir des réserves euh, qui sont, euh, qui ont été rénovées assez récemment. Donc, ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais du coup, on a une climatisation et une thermohygrométrie qui sont quand même assez régulées et contrôlées. On a la chance d'avoir des étagères, hein, qui se tiennent, des étagères métalliques, mais ça, c'est pas la chose la plus difficile à avoir. L'avantage de conserver à plat, c'est que ça ne crée pas de tension sur le fil. Ici, on est dans les réserves, donc on n'a pas de problème de lumière, pas du tout. Ce qu'on pourrait avoir, c'est des problèmes d'insectes, mais comme on contrôle, voilà, sachant qu'on a quand même la climatisation, etc., donc on n'a pas d'insectes dans nos collections. Par contre,
ce qu'on a et sur lequel on fait attention, c'est de la poussière. Naturellement, on aura toujours de la poussière qui viendra se déposer dans les réserves. Donc, on a une femme de ménage qui vient faire le ménage régulièrement, puisque poussière veut dire aussi attirer moisissures, insectes, etc. Donc, un ménage, pas des collections en tant que telles, hein, mais déjà de l'ensemble, du sol, etc. C'est quelque chose sur lequel on doit apporter finalement notre attention. Image suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'était pour aller un petit peu plus loin pour d'autres collections qui sont conservées à plat. Là, c'était juste pour dire que voilà, on conserve des collections qu'on met parfois aussi dans des meubles à plans. Sur l'image précédente, on avait vu les boîtes. On met pas forcément, d'ailleurs, 80% de nos boîtes n'ont pas de couvercle, tout simplement pour avoir quand même un petit peu d'oxygène et pas forcément de condensation ou de choses qui peuvent se créer à l'intérieur de la boîte. C'est mieux d'avoir quand même quelque chose à l'air libre, hein, plutôt que de renfermer un maximum qu'on puisse le faire, hein, bien sûr, puisque nous, on a des réserves qui sont vraiment closes. Donc voilà, c'est l'exemple de choses qui sont bien conservées à plat dans des meubles à plans. Donc, image suivante. Alors, on a plein de choses qui sont mannequinées. Je crois que Madame Chris Polosic a déjà bien fait cette présentation. Le mannequinage, c'est aussi un très bon système voilà, de conservation, mais encore plus, je dirais, de présentation aux personnes dans les collections. Donc, c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus loin. On a tendance à penser des fois que le mannequinage entraîne une tension du fil. Mais si j'utilisais une comparaison, c'est un peu la comparaison de la maille et de la côte de maille et de l'armure au XVe siècle. Vous avez une côte de maille qui pèse 15 ou 20 kilos, qui est très lourde pour les chevaliers à la fin du XVe siècle, puisqu'en fait tout le poids est réparti sur les épaules, alors que quand vous avez une armure 50 ans plus tard, qui est pourtant plus lourde, qui pèse environ 30 kilos, en fait les chevaliers sont bien mieux, puisqu'en fait le poids est réparti de manière sur toutes les parties du corps. Et donc, vous avez une tension qui est moins importante. Le mannequinage, s'il est bien fait, c'est ce qui permet d'apporter justement une tension un peu reposante du fil sur l'ensemble du mannequin. Donc voilà, j'ai mis deux, trois images de choses qui sont mannequinées dans nos réserves, mais c'est plus du mannequinage en vue de présentation des choses qui ont été présentées et qu'on a remis dans nos réserves que des choses pour de la conservation longue où généralement nous on préfère quand même conserver à plat dans des boîtes. Voilà. Donc image suivante s'il vous plaît. Je montrais quand même la question du cintrage puisque c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Donc là effectivement on a cintré mais en mettant du Tyvek de protection, etc. Et surtout ce qu'on a cintré, c'est qu'on n'a pas cintré des choses très vieilles. On a cintré des choses qui étaient assez récentes, voire des reconstitutions, parce qu'on a des fois on a des uniformes reconstitués assez récents. Donc là, c'est ce que vous voyez en fait ici sur cette image. Mais à part ça, qui est cintré, honnêtement, on n'a pas grand-chose dans nos collections qui sont cintrées. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous conservez dans les réserves, vous avez des fois des boutons ou des éléments métalliques en bronze, en fer, qui développent une oxydation. Donc, l'idéal, c'est quand même d'essayer de voir, sans détacher le bouton de la tenue textile, d'éviter le contact direct du métal avec votre tissu, puisque, surtout si c'est un métal pulvérulent qui s'oxyde, puisque l'oxydation va attaquer votre vêtement. Et après, pour l'enlever, ça va être très compliqué, sauf restauration lourde. Donc, il y a des petits systèmes. Vous découpez un petit morceau de Tyvek, vous faites un trou au milieu et vous passez votre bouton dedans. Et déjà, vous évitez un maximum votre élément métallique qui s'oxyde de toucher forcément votre fil. Après, bien sûr, ça c'est sur le court terme. Sur le long terme, il faut essayer d'aller voir un restaurateur ou quelqu'un pour arrêter le phénomène d'oxydation du bouton, puisque c'est quelque chose de temporaire. Image suivante, s'il vous plaît. Donc, le matériel de conditionnement, beaucoup de choses ont été dites aussi déjà. Donc, les boîtes en polypropylène hein, cannelées, donc qui sont ces boîtes qu'on voit un petit peu grises, qui forment l'armature en fait de nos boîtes de conservation. On a le Tyvek aussi qui est largement utilisé nous dans nos collections.
On a également des choses qui sont parfois conservées dans des mini-grippes, quand vous voyez en bas à droite. Donc là, c'est des galons, voilà, qui sont conservés en masse. Et des fois, on a vraiment des choses spécifiques, comme en bas à gauche, qui sont ça, c'est des sacs qui ont été conçus exprès pour un peu des matériaux composites, puisque on a des masques à gaz, donc qui rejettent des fois un petit peu du caoutchouc ou ce genre de choses, et qui rejettent parfois un petit peu des gaz. Donc, l'idée, c'est de les protéger vraiment dans des contenants là, cette fois-ci, très spécialisés. Je voulais parler également de cette manche. Et c'est un peu ce qui avait été évoqué précédemment, hein. C'est-à-dire qu'on évite quand même d'avoir des plis sur certaines collections, sur des choses un peu anciennes, puisque les plis, ça force, ça coupe, ça casse. Donc, on essaye de rembourrer un petit peu sur certaines collections, l'intérieur des manches, l'intérieur des pantalons, etc., pour éviter ce phénomène de pli et de cassure lorsqu'on conserve à plat. Voilà. Image suivante, s'il vous plaît. Alors, nous, je ne vais pas vous parler tant de restauration que ça, que de conservation préventive, puisque on a la spécialité des restaurateurs en France et des restaurateurs textiles qui sont habilités, nous, à travailler sur les collections avec l'appellation Musée de France. J'ai mis quand même là dans le texte que voilà, dès qu'on fait restaurer un textile, on doit passer en commission scientifique régionale de restauration, et chaque restaurateur nous donne un constat d'état avant et un rapport de restauration après, qui est quelque chose d'obligatoire, qui nous permet aussi de documenter l'œuvre si celle-ci n'est pas documentée, et d'avoir un suivi sur l'œuvre et un suivi des collections. Bien sûr, comme beaucoup de collections textiles, je ne sais pas si vous avez ça, vous, dans vos collections, mais nous, nos collections, elles ont été créées par Marcel Boulin, qui était conservateur ici au musée Massey à partir de 1955 jusqu'au début des années 80. Et c'est lui qui a accumulé tout ce fonds concernant les hussards. Et pour créer ce musée, des fois, il a fait des ajouts, comment dire, il a cousu des boutons, enfin, il a reconstitué certains costumes. Donc, c'est des choses qu'on fait plus du tout aujourd'hui. Et il était reconnu aussi pour aller au marché aux puces et pour essayer d'acheter tout ce qu'il pouvait trouver sur les hussards, etc. C'est pour ça qu'on a des collections aujourd'hui. J'ai illustré ça avec notamment ce sac de boutons, mais on en a plein. Et à côté, vous avez dans cette caisse en carton. Donc le carton, c'est pas du tout un très bon matériau de conservation, mais on a des mini grippes là qui permettent d'éviter le contact direct des collections avec le carton, avec des numéros en fait de régiments par dizaines de régiments de hussards. Donc voilà, qui sont des collections classées dans des collections d'études. Mais aujourd'hui, lorsqu'on restaure, on fait appel à des restaurateurs spécialisés qui ne font plus ce travail de patchwork qui pouvait exister encore et qui n'était pas forcément calculé à cette époque-là. Alors, troisième aspect, l'aspect valorisation des collections. Donc, vous avez vu sur l'image de départ le musée Massey, qui est en fait voilà, un bâtiment néo-orientaliste créé dans les années voilà, 1860. Aujourd'hui, notre exposition permanente est consacrée aux hussards, et c'est un musée qui a été rénové assez récemment dans l'histoire des musées, puisqu'il a été rénové au début des années 2010. Donc, on a eu la chance d'avoir à ce moment-là un mécénat pour avoir des vitrines, hein, forcément. Mettre les collections derrière des vitrines, les collections textiles derrière les vitrines, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour protéger des agressions extérieures et des variations aussi, des variations climatiques. Donc là, on a un ensemble de bustes mannequinés, mais juste au niveau du buste, on n'a pas les pantalons ou les shakos. En termes de présentation, ce qui est intéressant, c'est que on peut doubler avec des armes en arrière-plan, des peintures qu'on a également dans nos collections. Pour les vitrines, ça nous est arrivé aussi des fois de faire appel, pour des vitrines plates ou des vitrines tables, de faire appel au service technique de la ville de Tarbes, qui peut être très aidant par rapport à nos contraintes. Si vous avez des services techniques aussi qui peuvent vous aider
à créer des vitrines. Des fois, il ne faut pas hésiter à les appeler et à les appeler à l'aide, puisque des fois, le prix d'une vitrine est peut-être dans un budget quand même assez élevé. À côté de ça, on a d'autres types, hein. On a, donc là, c'est juste le dolman, hein, qui est montré avec les brandebourgs. Image suivante, s'il vous plaît. On a également, bien sûr, du mannequinage, enfin des cheval ou comment dire, des uniformes présentés en pied. Donc ça dépend aussi ce que vous voulez mettre en valeur. Forcément, sur la première image qu'on a vue juste avant, il y a un effet de groupe qui est assez impressionnant. Il faut s'imaginer tout un régiment de cavaliers arrivant habillés comme ça avec les brandebourgs. Là, on a un côté scénographique qui est aussi assez intéressant sur un cheval. Là, le cheval que vous voyez, il est dans l'axe de l'entrée du musée. Donc, il y a un effet d'appel sur ce hussard. Et à côté, vous avez ce costume de lieutenant-colonel, je crois, du premier ou du second hussard, qui est absolument magnifique avec les brandebourgs. Donc, on a voulu mettre en valeur dans une vitrine individuelle. Tout ça, c'est la vitrine. Et ce que vous décidez de montrer est forcément très important dans la valorisation des collections textiles. Image suivante, s'il vous plaît. Merci. Et donc là, vous avez, voilà, pareil, les silhouettes spécifiques, hein, des hussards, des vestes qui sont assez cintrées. Ce qu'il faut se dire pour le mannequinage des hussards, c'est qu'ils avaient des physiques quand même plus petits que nous aujourd'hui. Alors pourquoi? En fait, ils étaient très jeunes déjà. Quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans, n'a pas le même physique qu'un homme de 35. En fait, quand vous faites le mannequinage, il faut l'adapter forcément à la silhouette. C'est ce que disait Chris Polosic tout à l'heure. Chaque époque a sa silhouette et c'est le cas également des hussards. Donc là, vous avez une vitrine un petit peu scénographiée sur les différents types d'uniformes des hussards allemands sur une période du 19e siècle et comment on explique ça aux gens. Donc on a mis des cartels en partie basse et on a mis les silhouettes des cartels pour que les gens puissent identifier à quelle silhouette correspond quoi. Donc on a des explications, etc. sur les côtés. Donc je voulais insister sur cette mise en valeur aussi des collections. Donc voilà, pour rebondir et pour faire une petite phrase par rapport à la jeunesse des hussards, il y a un général hussard qui s'appelle Lassalle d'Empire qui disait « Tout hussard qui n'est pas mort avant 30 ans est un Jean Foutre », ce qui voulait dire en fait que si le hussard n'était pas mort avant 30 ans, c'était un lâche, c'était pas quelqu'un qui allait vraiment au contact. Et pour la petite histoire, il est mort à 34 ans. Voilà. Donc image suivante, s'il vous plaît. Alors, il y avait la question de l'individualisation des traits. J'ai vu que ça avait été évoqué une ou deux fois. Nous, au niveau du musée Massé, on n'a pas d'individualisation des traits, on n'a pas de personnages. Donc ça, je l'ai tiré d'un autre musée qui est dans les Hautes-Pyrénées, qui est un musée tourné autour de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et la personne avec qui faisait le mannequinage, etc., lui retrouvait les portraits des soldats auxquels les tenues se rapportaient. Donc, c'est ce qu'on voit à travers cette dame. Elle a amené une photo, en fait, je crois que c'est de son père. Et en fait, elle a donné la tenue au musée et qu'on voit derrière. Et donc, la personne a mannequiné la tenue en fonction de la photographie. C'est intéressant comme démarche. C'est la première démarche que je voulais souligner. Au centre, on a également tout un travail de recontextualisation quand même assez importante avec la mitrailleuse, etc. C'est un musée qui recontextualise beaucoup. Et enfin, sur la troisième image, on a quelque chose qui est nous au musée des Hussards. Donc on a une recontextualisation, mais plutôt assez légère, d'un moment de détente d'un hussard avec des histoires de cadeaux et de pipes. Donc pareil, en vous montrant ça, je voulais rebondir sur le titre finalement qui est objet de mémoire. Est-ce que vous voulez, comment vous scénographiez vos collections textiles avec leurs mannequins, c'est quelque chose d'important. Puisque si vous orientez sur des portraits ou de la recontextualisation, et surtout des portraits de gens qui ont existé, vous êtes plutôt dans le sentiment, presque plus dans le sentiment de quelque chose de viscéral, de gens qui veulent se rappeler leurs ancêtres. Donc un travail peut-être généalogique.
plutôt qu'un travail peut-être de mémoire, de passeur de mémoire, qu'on pourrait faire sur quelque chose de plus d'un peu moins contextualisé. Donc, la question du message que vous voulez faire passer aussi dans votre musée passe par la scénographie et par comment vous exposez vos collections textiles à l'intérieur de vos espaces. Nous, on a décidé au Musée international des Hussards de faire quelque chose de très neutre, qui est presque quelque chose de documentaire. Mais c'est un choix aussi. Voilà. Donc, image suivante, s'il vous plaît. Bien sûr, là, j'ai évoqué 2, 3 exemples de valorisation des collections textiles, mais il y en a plein d'autres hein, et qui ne sont pas communes uniquement aux collections textiles. Bien sûr, rien ne remplace la médiation humaine, des médiateurs qui sont formés à présenter les uniformes. L'évolution des uniformes et l'uniformologie, ainsi que la vexillologie, hein, la science des drapeaux, etc., est quelque chose vraiment de très pointu qui peut être assez ardu pour les gens. Mais rien ne vaut quand même cette médiation humaine. À côté de ça, vous avez bien sûr tous les aspects multimédia, descriptifs, qui peut se faire sous l'aspect aussi parfois de jeu, et l'aspect scénographique sur les jeux de lumière. Voilà. Donc là, j'ai choisi cette tenue à droite déjà parce que je la trouve très belle, mais tout ce qui est au Musée international des Hussards est très beau. Et aussi parce que vous avez une belle lumière rasante qui met bien en avant ces beaux petits boutons de brandebourg, etc. Donc ce travail autour des hussards. Mais là, j'ai envie de dire, laissez cours à votre imagination sur la valorisation des collections. À partir du moment où ça vous intéresse, ça intéressera forcément les gens de vous écouter. Donc, image suivante, s'il vous plaît. Pourquoi conserver une symbolique forte? Bon, pourquoi conserver? Bien sûr, il y a le travail de mémoire et de passation de mémoire que j'ai pu évoquer de manière assez rapide. Mais finalement, on a aussi des collections euh, sur, qui sont pas forcément belles, mais qui ont une symbolique forte. Et en fonction de ça, on l'expose pas de la même manière non plus. Donc là, j'ai voulu vous montrer 2 tenues qu'on conserve. On en a plusieurs, qui sont des tenues de déportés de la Seconde Guerre mondiale. Et la question, c'est comment vous voulez exposer ça? Est-ce que vous voulez l'exposer comme la tenue qu'on a vue dans finalement l'image précédente? Cette belle lumière rasante avec des petits boutons dorés, chamarrés, pour montrer une tenue de hussard fier d'être hussard et qui pouvait parader dans la rue au XIXe siècle, hein, puisque c'est un peu la réputation qu'ont les hussards au XIXe siècle. Ou est-ce que vous êtes sur ce type de collection avec un peu plus d'humilité et moins de fierté? Et dans ce cas-là, comment vous le montrez aux gens? Il faut le montrer forcément de manière un peu plus modeste. Et donc, on a une portée symbolique de ces collections qui est assez importante. Ça, ces objets, voilà, ils ont été restaurés de manière assez récente. Image suivante, s'il vous plaît. Un autre exemple symbolique. Je suis sorti du Musée international des Hussards et je voulais vous montrer les- la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris, parce que j'ai eu la chance de pouvoir suivre des cours de patrimoine et d'archéologie militaire auprès du musée de l'armée. Et la conservatrice qui s'occupait de ces collections nous avait parlé en fait de la symbolique des drapeaux qui sont tendus là. Et en fait, la symbolique de l'armée, c'était que dès qu'il y avait une victoire, une prise de drapeau de l'armée française, les troupes amenaient le drapeau à la cathédrale Saint-Louis des Invalides, qui est la cathédrale des soldats, donc qui n'a pas une cathédrale qui a un territoire bien défini. Ils le pendaient comme ça au-dessus de la nef. Et la symbolique, c'était que lorsque le drapeau tombait tout seul sur le sol au niveau de la cathédrale, on pouvait considérer que le conflit était terminé, oublié, une sorte de fin en fait du conflit. Donc, je trouve ça quand même assez important, les symboliques qu'ils peuvent avoir autour du textile. Et là, il y a une double finalement signification, puisque on attend qu'au niveau de la fusée du drapeau qui est sur la hampe, ça se casse pour que le drapeau tombe. Et voilà. Et eux, ils avaient eu cette problématique de leur dire, il faut que vous restauriez la fusée, il ne faut pas que les drapeaux y tombent. Mais du coup, ça allait à l'encontre finalement de cette symbolique militaire de dire, bah, ça y est, le conflit est fini, le drapeau est tombé. Donc voilà, plein de questions symboliques importantes qui sont intéressantes aussi à valoriser
et qu'il faut tenir compte lorsqu'on conserve des collections textiles. Image suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, là c'était juste quelques ressources que vous pouvez trouver facilement en ligne. Donc le Thésaurus Joconde, le site d'autorité avec les dénominations. Et j'ai rajouté également le site du C2RMF, qui est une institution en France, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui publie le Vadémécum de la conservation préventive. Donc c'est un PDF que vous pouvez télécharger avec plein de conseils précieux sur comment conserver vos collections en termes de conservation préventive, etc. Vous avez également le site de l'AFROA, l'Association française des régisseurs d'objets d'art, anciennement, qui publie également des fiches techniques sur les collections textiles, mais aussi sur d'autres types de collections, pas seulement textiles, puisque le textile, c'est bien, mais c'est aussi souvent composite, associé à d'autres matières. Et dans ce cas-là, c'est encore un petit peu plus compliqué. Donc voilà pour ma présentation. J'espère que je suis rentré dans les temps. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre attention. Merci.